pour les retardataires, mais surtout pour nos invités. On a le grand plaisir aujourd'hui d'entrer dans des questions pénales ou même de procédure pénale. On verra un peu ce qu'il nous réserve, un duo particulièrement complémentaire, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'accueillir Damien Van der Merch, qui est avocat général à la Cour de cassation, professeur à Louvain, ainsi qu'ici à Saint-Louis, puisqu'on peut encore dire les deux institutions pour le moment. Je ne vais pas lire ou faire état de tout est au fait, Damien, mais c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir, d'autant plus que tu es un ami du SIEJ depuis bien longtemps. Tes travaux sont souvent mobilisés dans le cadre de nos équipes, et ton propos sera suivi d'une réflexion que nous propose Édouard Delray, qui est doctorant au Centre d'Histoire et d'Anthropologie du droit de l'ULB, je l'ai bien dit, voilà, et qui prépare une thèse sur, sauf erreur de ma part, création de la procédure pénale. Ce ne serait pas assez précis. L'histoire des processus de réforme au 19e et au 20e siècle en Belgique, mais c'était déjà bien. Voilà, je vous remercie, ça promet d'être passionnant. Et qui a renoncé pour le 21e siècle. Oui. Voilà un bel exemple de complémentarité, effectivement. En voilà déjà un. On va d'abord écouter Damien et ensuite Édouard Delray, chacun pour environ une demi-heure, de façon à nous laisser le temps de discuter ensuite avec eux dans le cadre de notre cycle sur la vérité. Vérité en pénal, comment donc les choses peuvent-elles se penser et se construire? Messieurs, la parole est à vous. Eh bien, merci bien. D'abord, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand on m'a proposé de traiter, enfin m'a invité pour traiter le thème de la vérité, je dois vous dire que j'étais, dès le premier abord, assez perplexe. Assez perplexe de faire appel à la procédure pénale dans votre quête de vérité. C'est vrai qu'à priori, à première vue, la notion de vérité est mobilisée en procédure pénale, et c'est un concept auquel on fait appel. Alors, moi j'ai été juge d'instruction pendant 16 ans, tout le travail, c'était la recherche de la vérité, à travers l'enquête préliminaire, à travers la phase préliminaire du procès pénal. Ça se trouve d'ailleurs dans le code d'instruction criminelle, mais l'objectif c'est de rechercher la vérité. La terminologie, d'ailleurs, manifestation de la vérité, comme processus auquel doit aboutir le procès pénal, est un terme vraiment employé et mobilisé très souvent. D'ailleurs, on voit dans les arrêts de la Cour de cassation, un devoir, il est utile ou pas? Ça va être le critère pour ordonner un devoir ou pas. Est-ce qu'il est utile à la manifestation de la vérité? Donc, on retrouve toujours cet objectif de manifestation de la vérité. Et puis, vient aussi le terme que vous connaissez, qui est le terme de vérité judiciaire. L'aboutissement du procès pénal serait traduit en termes de vérité judiciaire. Mais déjà, à travers tous ces termes, on sent déjà qu'il y a quelque part, en tout cas moi j'ai un malaise. On a l'impression que la vérité va être immanente, qu'elle est immanente, qu'il suffit au niveau de la procédure d'ouvrir les bonnes portes, qu'on ouvrirait les bonnes portes, qu'on ferait les bons devoirs d'enquête, et voilà, la vérité se manifesterait comme une révélation qui simplement serait à débusquer dans, alors je dirais, dans les méandres, certes des procédures et aussi de la nature humaine, mais la nature humaine révèle d'autres vérités, et c'est peut-être à partir de cela qu'il faudra se re-questionner par rapport à cette notion de vérité telle qu'on la recherche prétendument à travers la justice. Alors, vous savez, la vérité, des fois on la met avec un grand V, et on voudrait que la vérité judiciaire soit avec un grand V. Je dis que c'est un peu comme la justice, c'est avec un grand J, mais quand on voit le résultat du procès judiciaire, je ne suis pas sûr que le résultat est toujours juste au sens d'une justice avec un grand J. Et donc, déjà là, on voit qu'on idolâtre peut-être certains processus en termes de vérité, en termes de justice, et qu'il faut peut-être simplement les déconstruire en disant que le recours au concept, au terme de vérité, serait finalement assez mystificateur pour peut-être arriver à d'autres objectifs que celui de la recherche ou de la manifestation de la vérité. Alors, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a des limites légales à la recherche de la vérité.
des limites légales, et ça c'est un choix qui peut-être empêcheront de découvrir la vérité tout court. Les limites légales, ben, c'est d'abord que tous les moyens ne sont pas permis pour atteindre la vérité. Alors, c'est Chiavario qui disait, c'est un pari de civilisation de démontrer, c'est quand même paradoxal qu'il emploie le terme, que la vérité peut être poursuivie et le plus souvent atteinte par des méthodes orthodoxes sur l'angle du respect de la personne et de ses droits fondamentaux. Autrement dit, la recherche de la vérité ne se fait pas à tout prix. Donc c'est déjà un choix parce qu'il faut rechercher un équilibre entre, d'une part, et c'est une erreur de les opposer d'ailleurs, l'efficacité de la justice, et l'efficacité de la justice qui se traduira en recherche de la vérité, et le respect des droits fondamentaux. Or, ce qu'on découvre, évidemment, c'est que la justice n'est efficace que si elle respecte les droits fondamentaux, quel que soit le coût à payer en termes, éventuellement, de vérité. Alors, ben, c'est les droits de la défense, c'est la protection de la vie privée. Je dis des fois à mes étudiants, ben, effectivement, en termes d'efficacité, on perquisitionnerait demain toute la Belgique, on trouverait des choses. Hein. Je peux vous dire, on trouverait pas mal de choses. En termes de vérité, on ferait peut-être des grands progrès. Mais ça s'appelle aussi un État policier, hein, l'État qui perquisitionne partout. Mais donc voilà, en termes d'efficacité, on voit que l'efficacité ne se mesure pas nécessairement en termes de recherche de la vérité. Ben, on verra, il y aura évidemment le droit au silence, le droit de ne pas s'auto-incriminer, la protection du secret professionnel. Le secret professionnel abrite certaines vérités, bien entendu, mais le secret professionnel va l'emporter. Et puis, deuxième, qui est en lien évidemment avec les droits fondamentaux, c'est le principe de présomption d'innocence, où là, c'est la pierre d'angle, et on verra que les questions de charge de la preuve, et notamment le doute qui profite à l'accusé, s'éloignent de cet objectif de manifestation de la vérité ou de vérité judiciaire au sens d'une vérité tout court. Mais avant cela, je voudrais peut-être faire le détour par de quelle vérité parle-t-on? Et là, vous ne l'avez pas découvert, mais c'est au pluriel. De quelle vérité parle-t-on? Parce qu'il me semble que dans le procès pénal, c'est la révélation, effectivement, de vérités plurielles, de différentes vérités. Et je dirais d'abord, ben, pour le justiciable, le procès pénal, l'enjeu, la cause, représente un enjeu, effectivement, qui se traduit, qui se ramène, soi-disant, à une vérité, mais qui, en réalité, se ramène à des vécus, à des vécus, donc, des justiciables. Alors, je parlerai d'abord de la vérité du témoin. Vous savez que le témoin jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. En fait, ce qu'il doit jurer, c'est de dire sa vérité, ou en tout cas la vérité telle qu'il l'aperçoit. Alors on sait que le témoignage est fragile, on sait que le témoignage est subjectif, on sait que le témoignage peut être aussi drôlement influencé par la vision du monde du témoin, ou par la reconstruction qu'il fait des événements. Et donc, il y a un côté déjà a priori nécessairement biaisé, c'est qu'on va voir la vérité à travers les yeux du témoin. Mais c'est déjà plus la vérité à l'état pur, bien entendu, puisqu'elle est nécessairement biaisée par le témoin. La vérité de la victime. Mais si on doit parler de la vérité de la victime, c'est d'abord et avant tout son vécu subjectif, son traumatisme, sa souffrance, son besoin de reconnaissance. Et donc, et d'ailleurs dans le procès pénal, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en avant, c'est finalement son triple statut. Elle est à la fois victime, besoin de reconnaissance, mais elle est à la fois témoin, parce qu'en principe, elle est souvent bien placée, enfin, ou plutôt mal placée. Elle s'est trouvée très mal placée pour être témoin des faits, puisqu'elle en est victime. Et puis, elle se mue aussi en accusateur dans le procès pénal. Parce que non seulement en termes de partie civile, elle va partager la charge de la preuve, mais même par son témoignage, à partir du moment où on la qualifie de victime, elle se mue automatiquement en accusateur. Et donc ça va inévitablement peser sur son discours, sur sa prise de parole, de nouveau en termes de vérité, mais elle viendra en fait avec sa vérité, son vécu. La vérité de l'accusé.
Alors je voudrais faire un tout petit détour ici par la différence du droit au silence en droit anglo-saxon et du droit au silence en droit germanique, droit continental. La terminologie est la même. Hein. Droit au silence, droit de ne pas s'auto-incriminer. Mais en droit anglo-saxon, soit vous vous taisez, vous exercez, soit vous parlez, mais si vous parlez, vous devez dire la vérité. Autrement dit, vous êtes sanctionné si vous ne dites pas la vérité. Nous, on est, j'ai envie de dire, un peu plus cool. On est un peu plus cool dans le sens où on dit mentir, ça nous est arrivé à tous une fois un peu peut-être de mentir dans notre vie, surtout quand on est mal barré, quand je dis mentir, c'est aménager un peu la vérité, hein, on se comprend, c'est essayer de se donner une autre apparence que celle peut-être qui est la réalité. Et donc, pour nous, ça veut dire le droit de se taire, mais le droit de parler et d'organiser sa défense et sa parole comme on l'entend. Alors, certains disent c'est le droit de mentir, mais non, ce n'est pas une question de droit de mentir, c'est le droit de ne pas être sanctionné parce qu'on n'a pas dit la vérité. Mais ça permet aussi aux personnes alors d'évoluer. Pour moi, le déni est des fois la vérité d'un prévenu qui est très mal embarqué dans une affaire. Alors je prends, mais oui, ce sont des affaires qu'on rencontre en matière d'abus sexuels. Je me souviens, en tant que juge d'instruction, je confronte l'intéressé lors d'un interrogatoire avec les éléments révélés par l'enfant. Et je lui dis, mais mettez-vous à ma place. Moi, j'ai quand même ces éléments. Je vous ai bien entendu tout ce que vous avez dit, mais... Et puis sa réponse, je ne suis pas un Dutroux. Donc ça veut dire, je ne peux pas avouer ça. Tout mon monde s'écroule. Ça, c'est sa vérité à ce moment-là. Et donc, on a tout un travail à faire pour simplement, d'abord, faire comprendre qu'il n'est pas un Dutroux, qu'il ne va pas être pendu au cours, mais que, voilà, il y a... Alors, moi, je disais toujours, mais il y en a deux qui connaissent la vérité, entre guillemets, qui savent ce qui s'est passé. Je dis, c'est vous et l'enfant. Et vous dites que vous aimez toujours l'enfant. Je dis, ça va être difficile de reconstruire une relation avec l'enfant sur, effectivement, vous qui dites il ment, et lui qui dit, ben, ça s'est passé. Et donc on voit que même pour l'accusé, ce moment de déni est des fois un moment, j'ai envie de dire, nécessaire pour survivre. Alors bon, j'ai vécu aussi les enquêtes par rapport au génocide de 1994, génocide des Tutsis au Rwanda. Honnêtement, ceux qui avouaient, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression qu'ils assumaient, qu'ils tuaient une seconde fois en assumant complètement leurs actes. Et donc, j'étais mal à l'aise, alors que normalement, des aveux, on dit, ben, en la matière, ils sont rares, et on peut comprendre pourquoi. Mais même cela me rendait... Donc, ils arrivaient avec leur vérité, mais une vérité, j'avais l'impression qu'ils avaient joué les vedettes comme les grands tueurs, je pense spécifiquement à un que j'ai entendu, et qui jouait la vedette comme le grand repenti. Mais il était toujours dans son rôle de vedette. Donc voilà, le rapport, effectivement, de la personne qui est confrontée, évidemment, avec tout ça, est un rapport qui reste très difficile. Alors, la vérité de l'opinion publique ou des médias, dois-je parler de vérité à ce niveau-là? J'ai envie de dire, on est tellement dans les préjugés, mais j'ai quand même envie de revenir quand même un peu là-dessus, parce que j'ai vécu ça, vous voyez que je reviens, mais c'était un peu le but, hein, c'est d'évoquer quand même des situations aussi pratiques. Alors, pour les plus âgés d'entre vous, ils se souviennent quand même peut-être de la bataille médiatique qui a suivi l'affaire du trou sur les réseaux, l'existence de réseaux. Alors, on est un pays un peu bizarre, c'est qu'on a tous rêvé de révéler des réseaux où nécessairement il y avait un membre de la famille royale qui était impliqué, nécessairement des magistrats et des hauts magistrats, bien entendu. Et tant qu'on n'avait pas trouvé, tant que la vérité, cette vérité-là qui devait exister ne s'était pas révélée, on était des protecteurs, des réseaux de protection. Et dans la presse, ça a été très intéressant à l'époque, parce que dans la presse, ils se sont qualifiés eux-mêmes. Il y avait la presse, une partie de la presse qui défendait l'existence de réseaux, avec tout un système de protection. Et de l'autre côté, il y en avait ceux qui étaient critiques en disant, mais si la justice n'a pas, en tout cas ne révèle pas et n'identifie pas ces réseaux, ben,
Ils s'étaient qualifiés eux-mêmes, il y avait les croyants et les non-croyants. La justice était devenue une affaire de foi. Bizarre, hein? Notre seule réponse, et je viendrai, c'est de dire, mais non, la justice est une affaire de preuve, pas une affaire de foi. Mais dans les médias, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'affaire de la parachutiste, il y avait même eu un journal qui avait proposé aux gens de voter, coupable ou pas coupable. C'était quand même assez extraordinaire. En termes de recherche de la vérité, ça fait un peu la loterie, hein, ça fait, ou bien le jeu télévisé. Enfin bon, on se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir, par rapport donc à la justice, plutôt les affaires traitées par la justice, effectivement, des situations s'éloignent assez fort de la vérité. Alors, j'en viens à la question alors de la vérité pour les professionnels de la justice. Alors, j'ai envie de dire, allez à une audience. Allez en audience, écoutez le procureur et écoutez l'avocat. Vous croyez des fois que ce n'est pas le même dossier. Chacun vient avec sa vérité, mais la vérité est des fois fort inconciliable. Donc de nouveau à dire on va arriver à une vérité, il me semble que là c'est un bel exemple d'une vérité plurielle, chacun requérant ou plaidant avec la même conviction. Je ne mets pas en cause la conviction, mais la conclusion n'étant pas toujours la même. Et puis la vérité du juge, ben ça c'est ce qu'on va évoquer comme vérité judiciaire. Alors la vérité du juge, c'est plus pour moi la manifestation de la vérité. C'est une question de preuve. Alors vous savez que pendant longtemps ça a été l'intime conviction, l'horreur, hein, l'intime conviction, c'est l'intime intuition. Moi je ne voudrais jamais être jugé sur base de l'intime intuition, peut-être qu'une femme, ce sera pas intime intuition, elle aura peut-être un peu plus d'intuition, mais même dans ce cas-là, non, si je veux juger, c'est sur des preuves. Des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et donc, heureusement, on a abandonné quand même cette notion d'intime conviction qui allait en termes de vérité. Hein, c'est qu'au bout du procès, j'avais cette intime conviction que la vérité se trouvait là, comme si elle s'était manifestée au terme du procès pénal, une révélation, et j'étais convaincu. Peu judéo-chrétien, hein, aussi, comme la vérité qui vient d'en haut, et tout à coup, hein, comme la Pentecôte, la vérité vient éclairer les jurés, puisqu'à l'époque c'était les jurés, mais c'était aussi une notion qui était mobilisée pour les juges professionnels. Alors, la déclaration de culpabilité ne peut être que le résultat d'un examen rigoureux et que je qualifie d'impitoyable des preuves, avec en toile de fond la présomption d'innocence et le doute qui profite au prévenu. Donc ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait. Hein. La justice qu'on présente comme une balance, en droit pénal, c'est tout à fait inadéquat. Puisque 95% de preuves et 5% de doute, ben c'est le plateau du doute qui doit l'emporter. Et c'est un choix qui a été fait, un choix qu'on a fait, c'est qu'on a préféré se tromper pour 10 coupables, donc donner peut-être une décision qui s'éloigne totalement de la vérité pour 10 coupables. Hein, on préfère 10 coupables en liberté qu'un innocent en prison. Et donc c'est un choix très conscient qu'on fait. C'est on pense, on a la conviction que la personne est coupable, mais il n'y a pas assez de preuves. Il n'y a pas assez de preuves, ben la réponse, elle est claire, c'est l'acquittement. Et donc, j'aime bien parce que c'est la Cour suprême du Canada, quand j'ai été faire un voyage là-bas, qui avait fait décliner en quels termes l'examen, ou plus en quelle étape, devait s'opérer l'examen de la culpabilité. Et donc, le juge devait se poser successivement 3 questions avant de déclarer quelqu'un coupable. Premièrement, la version donnée par le prévenu soutenant son innocence paraît-elle convaincante ou même plausible? Première question. Au fond, la vérité du prévenu, est-ce que c'est celle-là qui me convainc ou qui est plausible? Si la réponse, évidemment, c'est le cas, si la réponse est oui, c'est l'acquittement. Mais ce n'est pas encore fini pour condamner. Deuxièmement, même si la version du prévenu ne me convainc pas, la défense présentée par ce dernier ou son conseil a soulevé en moi un doute raisonnable. Ok, je ne suis pas très convaincu, mais il reste quand même un doute raisonnable. Si c'est le cas,
l'acquittement. Et puis il y avait encore une troisième question. Dans la négative, est-ce que l'ensemble des preuves rapportées, là je quitte ce qui est présenté par la défense, je vais là, un examen que je vais qualifier d'office, est-ce que l'ensemble des éléments apportés par l'accusation établit la preuve au-delà de tout doute raisonnable de chacun des éléments menant à la culpabilité? Si vous voyez ces trois questions, il n'est jamais question de vérité. Il est question uniquement de preuve. Et moi, j'ai toujours sous forme de boutade, le doute pour le juge est une certitude. C'est l'acquittement. C'est l'acquittement. Donc, on n'est plus du tout dans des notions de vérité. Alors, la vérité judiciaire dite par le juge, dans notre système, en règle, sauf pour la cour d'assises, elle est précaire. C'est sous réserve des voies de recours, sous réserve de l'appel. Donc, étonnant. Il y a une vérité qui est dite, s'il n'y a pas d'appel, ça devient la vérité judiciaire définitive. S'il y a un appel, tout est remis en question. Et là, j'aimais bien l'analyse critique de Bruno Daillé qui disait, mais vous savez, il y a à peu près, allez, bon, caricature un peu, on le connaît, en disant, ben, il y a à peu près 50%, enfin, si la culpabilité est contestée, il y a peut-être 50% ou 25% de jugements qui sont réformés en appel. Alors c'est intéressant. S'ils sont réformés en appel, si une condamnation est réformée en acquittement, je trouve ça... Alors, lui, on disait, on est dans l'erreur judiciaire dans 25% ou 50%, puisqu'il y en a un des deux qui s'est trompé nécessairement. Là, je ne suis pas d'accord, parce que avec la règle, le doute profite à l'inculpé, qu'il y ait une condamnation et puis un acquittement, ben, c'est peut-être la place qu'on a laissée au doute raisonnable dans ce contrôle marginal. C'est vrai que c'est des fois un contrôle marginal. Hein. Le doute, je vous ai dit, quand on est dans les 5% de doute, quand on est à la marge, il peut y avoir, c'est vrai, des appréciations peut-être différentes. Je souligne en disant que le doute raisonnable, c'était pour éviter que les juges angoissés acquittent tout le monde. Hein. Parce qu'il y aurait le doute irraisonnable, c'est qu'on a toujours peur de se tromper. J'en serais parti plutôt en disant, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route? Enfin, il faut toujours avoir évidemment ce questionnement. Mais dans l'autre sens, moi je conserve un problème. Quand vous avez un acquittement qui est réformé en condamnation, en déclaration de culpabilité, en appel, est-ce que par essence, il ne devrait pas y avoir un doute? Puisque un juge, et pas n'importe lequel, c'est un juge, s'il n'y avait pas eu d'appel, ce serait resté un acquittement. Il y a un juge qui a estimé à un moment donné qu'il y avait un acquittement, et un autre juge qui estime, 3 juges, je ne suis pas sûr que parce qu'ils sont plus nombreux, il y a plus de vérité dans 3 têtes que dans une, il y a peut-être plus dans 3 têtes que dans une, mais pas nécessairement plus de vérité. Mais au nom de quoi peut-on considérer qu'à ce moment-là, ben, tout doute raisonnable est évacué? Et donc, moi, je reste, en termes, évidemment, par rapport à cela, en termes de la place du doute, je reste sur ma faim, je reste avec une grande interrogation. Vous imaginez, je suis acquitté en première instance, je suis condamné en appel. On a envie de se poser la question, mais qui a raison quand même? Donc, il y a un questionnement qui reste au terme du procès pénal. Et donc, pour rester, je crois que je suis resté tout à fait dans le timing, pour rester dans le timing, vous aurez constaté que j'aurais finalement parlé très peu de vérité et que l'aboutissement, vérité judiciaire, alors la vérité judiciaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le résultat d'un processus de l'examen des preuves, où on arrive avec un verdict qui simplement est public et partagé par tous. C'est une décision qui, à un moment donné, est rendue dans le cadre que je vous ai décrit, qui n'a plus rien à voir avec la vérité, me semble-t-il, qui est un examen des preuves, et donc on peut très bien déclarer, j'ai envie de dire, innocent, quelqu'un qu'on croit, qu'on sait même peut-être coupable, mais qu'on n'a pas les preuves, ou même en droit anglo-saxon, ils vont beaucoup plus loin. Ils ont même les preuves, mais des fois, il y a des preuves qui ont été évacuées, qui ont été écartées. Donc on sait qu'il est coupable, mais on va quand même l'acquitter, parce qu'il n'y a pas assez de preuves, je veux dire, parmi les preuves qui ont été retenues. Alors que peut-être il y a derrière ça d'autres preuves. Par contre, évidemment, j'ose espérer que dans le sens contraire, et c'est ça comme toujours notre angoisse, et c'est pour ça qu'on a cette règle de la présomption d'innocence, c'est lorsqu'il s'agit effectivement de condamner, là il faut quand même être sûr qu'on ne condamne pas un innocent, et là j'ose espérer qu'il n'y en a pas trop d'innocents qui sont condamnés, mais de nouveau je tremble en disant ça, en disant c'est un espoir, c'est un vœu,
j'espère que dans la réalité, en tout cas si on a la rigueur des principes, je pense qu'on s'est donné en tout cas les règles pour, quelque part, là, avoir toujours cette certitude. Mais de nouveau, ce n'est pas une question de vérité, c'est une question d'éviter de mettre un innocent, de condamner un innocent, et surtout de le mettre éventuellement sous le coup de peine pénale. Voilà.